أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، سلام وتحية من هذا المنبر. سلام من هنا وهناك عبر الأثير، وتحية مليئة بالأحاسيس الجياشة بكل تواصل وكل ترابط وكل تمازج. نجدد الترحيب بالحضور المتألق. عشنا وسنعيش أوقات حفيلة بالمعطيات والتدخلات المتعددة من طرف أصحاب القرار والخبراء ذو العيار الثقيل هنا بمراكش الحمراء في إطار المؤتمر العالمي في نسخته 11. اليد في اليد، لأن قيمنا تلزمنا بالانضباط والصرامة لكي نضع سبول المستقبل. ألم يقال رابطوا وارتبطوا لعلكم تفلحون. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, depuis mardi, le temps a pris son envol. Direction l'île de Java, l'île de l'excellence, où il fait bon de vivre et où il fait bon de se retrouver entre nous. Conseil d'administration, assemblée générale, exposition vernissage, congrès mondial. Ici et là, l'AMCEP se donne à cœur joie. Nous avons pris le large il y a quelques jours, tout doucement, mais sûrement, pour ceci et pour cela. Hier, une séance inaugurale, une session introductive, des sessions parallèles, le tout est concocté pour aboutir ensemble à une feuille de route et des recommandations à la teneur qualifiée et qualifiante, et ce, grâce à l'implication effective et efficiente, mais aussi sans commune mesure, de tout un chacun ici présent, membre de l'AMCEP. Honorable assistance, tout cela se fait en toute cordialité ambiante, mais aussi en convivialité interplanétaire, avec une rigueur professionnelle et une discipline à jamais égalée. Nous y sommes, nous y voilà, de Paris, de Bruxelles, de Genève, d'Alger, de Lisbonne, de Tunis, d'Istanbul, de N'Djamena, de Berlin, de Dakar, de Yaoundé, de Nouakchott, d'Abidjan et bien d'autres capitales, Bogota, Tokyo et Pékin. Quel voyage à travers le temps pour nous retrouver ici, à Marrakech, la porte du sud d'un royaume aux 1000 royaumes. Ouverture, plateforme, digitale, échange, transformation, employabilité, service public, des mots-clés et une terminologie adaptée et appropriée au contexte 2 jours durant. Nous l'avons voulu, nous l'avons fait, car nous sommes animés de bonne volonté et d'une foi inébranlable. Et, cerise sur le gâteau, 30 ans, ça se fête. Hier soir, transcendé par une couleur tamisée, mais également bercé par une musique des grands jours, où Tina Turner, Bob Marley, Kal Marrakchia se sont donné rendez-vous. Un palais
mise sur orbite d'un palais des 1001 nuits, palais Souleyman à ciel ouvert, appréciant à sa juste valeur un menu concocté avec finesse pour le bien fondé de nos papilles, le tout sous la baguette et la houlette de sœur Anouar al-Alaoui des grands jours. En une journée, honorable assistance, du ludique, de l'utile savamment dosé, retour sur terre pour donner place à la dernière ligne droite de notre 11e congrès mondial. Le commandant Amsep et son équipe vous convient à fêter dans le nec plus ultra pour finir en beauté. C'était mon inspiration matinale pour vous, cher ami Amsep. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour rester dans cette dynamique, je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin pour que nous puissions, bien sûr, respecter à la lettre le programme. Hier après-midi, entre 14h30 et 16h30, et entre 17h et 19h, un certain nombre d'éléments ont été pris en considération. Une thématique que vous connaissez tous, mais également des sujets abordés dans différentes sessions parallèles. Qu'allons-nous faire ce matin? Nous allons restituer, nous allons synthétiser session par session. Chaque rapporteur aura au maximum 10 minutes pour nous expliquer le qui, le quoi et le comment de son atelier, de sa session parallèle. Je commence par le sujet porté par SECO, SPE Suisse, qui a entretenu un sujet d'une importance et qui se situe dans la ligne droite de cette thématique, les impacts du numérique sur l'emploi. Je remercie Lydie Elisa Beuré d'avoir fait la modération. Un certain nombre d'intervenants tels que Janine Berg, Céline Gratatour, Dominique Horry, Max Hubé, et j'appelle à mes côtés Bettina Duer, économiste séco-suisse, sous vos applaudissements. Ladies and gentlemen, bienvenue. 10 minutes for the summaries, please. Good morning, everyone. Sorry. Oh, this one. Excuse me, no, this and this. Okay. Okay. Good morning. I have a presentation as well. Could you please put that up on the screen? So I will present you the summary of the first workshop on the impacts of digital technology on employment. And the particular focus was on non-standard employment. And we had 4 presentations on this topic. First, Céline Gratatour presented an overview of the implications of digitalization for PES by using the example of France. So can you go to the next slide? Je vais... OK? Yeah. She raised 3 focus points that they focus on right now in France. First, it's important to observe how the labour market is changing because the impacts it has are not always the same. They can be, for example, very disruptive, but also lead to optimization. So for that, a database is needed to do this analysis. So they, for example, encourage the exchange of data between the private and public sector. The second focus point is lifelong learning, which is relevant for all demographic groups as the digitalization affects not just one particular demographic group.
So they have to figure out what each group exactly needs to respond to changes with digitalization and adapt their strategy depending on their target groups. And the last point is that digitalization brings a chance to transform the services of PES in terms of access, as well as in bringing out new ideas and how to provide their services. And then the second presentation was by Janine Berg by ILO, and it was, and it was based on an ILO report on non-standard employment around the world, which they saw was being used increasingly. It's a hard area to regulate, but it also has a lot of growth potential, especially in terms of a platform economy. The incentives for firms to use non-standard employment are mostly as a way to cut costs. Then they saw that non-standard employment can have negative effects, especially in terms of wages. It can trap people and stop them from getting into better standard employment. But if regulation on non-standard employment is quite strict, it can be beneficial and serve as a stepping stone into standard employment. They make some recommendations, particularly in the area of social protection, which is to be strengthened for non-standard employment. But also it's important to make sure that the quality of jobs in non-standard employment are high. Max Ube from the European Commission updated us on the work that is being done on an EU level. First of all, they worked on a proposal for a new directive on working conditions, which they hope will be adopted for the EU member states very soon, and it should cover around 200 million workers. They are also working on a proposal in the area of social protection, but this is not a directive, but a recommendation, and it aims to improve coverage and also increase transparency of social security systems. And so the unemployment benefits are the most important branch of social protection, but there's the issue that self-employed are not always covered. They are at risk of not being covered in a lot of EU countries, so they're in some member countries are working on projects in that area. Max Ube also presented us a list of projects that the EU is working on in the area of digitalization in general. Then Dominic Harry presented as an example of how a small country like Switzerland is responding to digitalization in terms of its effects on the labour market. We are currently at the dawn of the fourth industrial revolution, but the changes in the labour market, they have been happening since the 1960s, so the effect is not something completely new. And there are notable changes in the Swiss labour market, though, for example, an increase in non-routine activities, but also the labour market in general has been growing. They see an increase in high-skilled jobs, so there's no evidence for polarization in terms of skill levels. And when it comes to new forms of work, they provide increasing flexibility in terms of location, time, and operations, which makes new business models possible. But in Switzerland, they were not able to find an increase in new forms of work. So, but there are some policy challenges, for example, in terms of in terms of it being more difficult now to make the distinction between employment statuses in terms of being employed or self-employed. So how the Swiss government deals with these changes is their strategy is to minimize risks while at the same time seizing opportunities of digitalization.
So the focus, for example, is on education, especially what unemployment insurance provides for job seekers. And when it comes to social security, the challenge is to cover everyone while at the same time allow space for innovation. So the conclusion that the Swiss government came to is that Switzerland doesn't need any big reforms at the moment to deal with the changes in the labour market caused by digitalization. So just to give you some points that were raised during the discussion, there appears to be a lack of information on how digitalization affects the global south. The examples were presented were more focusing on Europe. So this is an area where more information is needed. Then another question that was raised was how to finance these responses to the changes in the labour market, which was bound to be very country specific. And another question that came up was whether these big changes in the labour market are a chance to completely rework the social security system, on whether the existing social security system should just be revised to adapt to the changes. So the concluding points are that instead of trying to move everyone to standard employment, the focus should be more on improving the conditions for people in non-standard employment. Also, that each country has a different context, and the effects of digitalization on their labour market are different. Therefore, the responses to these changes need to be country-specific. And labour market analysis is seen as key in order to assess what kind of education and vocational training policies are needed to respond to the changes. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Merci Madame Bettina de ces enseignements. Thank you very much. Donc Madame Bettina Duher, économie chez Seco, nous a donné les grands axes et les lignes de ce premier panel, de ce qu'on appelle communément chez l'AMCEP les sessions parallèles, les impacts du numérique sur l'emploi. Nous allons aborder, mesdemoiselles et messieurs, donc le deuxième panel, la deuxième session parallèle, qui a traité d'un sujet ayant trait au apprentissage et le développement de l'employabilité, porté par EDSC SPE Canada, et qui a vu 4 intervenants, Jean-François Larue, Imad Rizkallah, Henri Metzger et Yon Soo Chong. Sous la modération de Jean-François Larue, j'appelle, sous vos applaudissements, M. Brahima Sidibé, chef du département coopération-migration ANPE Mali. S'il vous plaît, M. Sidibé. Merci beaucoup. Juste le temps que M. Sidibé se mette en place, quelques points d'information pour que vous soyez tenus en live et en ligne. Tous les PowerPoint seront sur le site de l'AMCEP la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous avons un compte Facebook et Twitter. Likez, voyez, c'est du live, c'est des photos en ligne également. Et n'oubliez pas, la liste de tous les participants sera envoyée sur vos boîtes e-mail et mise sur le site. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, à vous la parole, à vous de nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui a été fait et le contenu rapport de ce deuxième panel, de cette deuxième session parallèle qui a traité, comme je l'ai dit précédemment, du e-apprentissage et le développement de l'employabilité est porté par EDSCE. En direct et en live, ici à Marrakech, Brahima Sidibé, s'il vous plaît. Merci, je vais ouvrir ma machine. Je vous en prie. Est-ce que tout le monde est en forme? Oh, je sens que la soirée d'hier a fait des dégâts. Alors je veux entendre, est-ce que vous êtes en forme?
Ah, c'est un peu mieux. Madame Boisdelot, elle est déjà fatiguée. Non! Sidibé, vous êtes prêts? Vous me faites dire des choses incroyables et impensables. Il fallait venir armé et prêt à l'action. Sidibé se cherche, Sidibé recherche. Qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche véritablement l'idée, le concept et le processus de réalisation. C'est bon, Sidibé, c'est parti? Oui, c'est Magnifique. parti. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis le rapporteur de l'atelier numéro 2 qui a porté sur le thème de l'e-apprentissage et le développement de l'employabilité, comme vient de le rappeler notre brillant maître de cérémonie, dont la modération était assurée par M. Jean-Louis François, directeur exécutif du ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada. Et il y avait comme panéliste à cet atelier M. Emad Rizkala, CEO Blue Drop Learning du Canada, M. Henri Mitzberg, directeur Open Classroom de France, et Mme Yeon Sun Chung du KEIS de Corée du Sud. En définitive, on peut retenir à l'issue des travaux de cet atelier, notamment concernant le Canada, à partir de l'expérience du Blue Drop présentée par M. Emad, il nous a dit que le Blue Drop est un système d'apprentissage grâce à des applications sur téléphone mobile pour aider les jeunes, les migrants et autres demandeurs ou chercheurs d'emploi pour améliorer leur employabilité. La technologie comme méthode et solution efficace pour le développement de la formation professionnelle. En effet, selon certaines études qu'il nous a présentées, dont il nous a présenté les résultats, 25% des emplois aujourd'hui risquent d'être affectés par les technologies durant la prochaine décennie. Et pourtant, parallèlement, 25% des entreprises se plaignent également de ne pas disposer du personnel qualifié répondant à leurs besoins sur le marché du travail. Donc, cela implique qu'à court et à moyen terme, il faut développer des stratégies et d'innovation pour que ces déficits soient comblés. Le e-learning apparaît donc comme un outil collaboratif et efficace dans le cadre du Canada qui, de par sa flexibilité, répond et s'adapte au mieux aux exigences du marché du travail malgré l'immensité de ce pays. Je suis vraiment... Il se veut ouvert et accessible à tous. Le système... J'ai un problème, hein? Le système bénéficie ainsi du financement du gouvernement fédéral pour soutenir et booster le développement local. En effet, les participants à l'atelier ont été édifiés sur des applications qui aident les chercheurs d'emploi à évaluer leur propre expérience et accéder à des emplois en postulant en ligne pour des offres disponibles après avoir naturellement suivi une formation appropriée ou adaptée à leurs besoins personnels ou de reconversion vers d'autres emplois. Il ne nécessite pas de gros investissements en construction d'infrastructures et se positionne comme un outil très efficace d'apprentissage, de formation, de perfectionnement et reconversion, aussi bien pour les travailleurs que pour les sous-employés
et les chercheurs d'emploi. Grâce également à ces systèmes de e-learning, le taux de chômage est aujourd'hui à son plus bas niveau au Canada depuis 25 ans, c'est-à-dire autour de 5,3% au plan national. La productivité se trouve être améliorée puisque le e-learning n'affecte nullement le temps de travail. Depuis son poste de travail, l'employé peut prendre ses cours, se former et acquérir ainsi de nouvelles compétences dont il a besoin ou qui manquent à son entreprise. C'est pour toutes ces raisons que le Canada dispose aujourd'hui de 200 centres et instituts spécialisés dans le e-apprentissage. Également, le pays dispose de groupes de travail dans certaines régions du monde dans ce domaine afin de permettre à d'autres pays d'avoir leur propre système de e-apprentissage. L'objectif recherché est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nos chercheurs d'emploi en vue de favoriser ou de faciliter leur insertion sur le marché du travail? Quant à Open Classroom, la société est de droit français. C'est une plateforme de e-learning gratuit pour les chercheurs d'emploi. Il dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'apprenants, principalement en Europe et en Afrique, dans près de 2000 modules sur les métiers numériques. Open Classroom forme ainsi des personnes ayant déjà leur propre projet professionnel. La durée initiale de formation est de 6 mois, à l'issue de laquelle un certificat ou un diplôme reconnu et certifié est délivré. Grâce à un mécanisme de garantie et de parrainage que la société met à la disposition de ses apprenants étudiants, la plupart de ceux-ci trouvent déjà un boulot avant la fin de leur formation ou l'obtention de leur diplôme. Aussi apparaît-il aujourd'hui clairement que les entreprises ont plus besoin de travailleurs qualifiés et compétents plutôt que de diplômés. Open Classroom assure également des formations à la carte, c'est-à-dire à la demande d'une entreprise en fonction de ses besoins en ressources humaines. C'est ainsi que la société a mis en place une fondation et vient d'être sollicitée par Google.org pour une prestation de services portant sur la formation de 100 000 personnes dans divers modules et profils. Open Classroom est également en partenariat avec une douzaine de pays, de SPE et plusieurs ONG d'Europe et d'Afrique notamment. À partir d'un certain nombre de constats d'inadaptation des formations de base et des besoins du marché du travail, Open Classroom a essayé d'inverser la tendance en allant vers les entreprises pour enregistrer les profils dont elles ont besoin, exemple les développeurs. Le principal objectif visé par la plateforme est de répondre à la question comment accompagner les chercheurs d'emploi en vue de faciliter et de favoriser leur insertion professionnelle grâce aux immenses opportunités qu'offre le domaine du numérique. Quant à l'expérience japonaise du HRD Network, de 53,5% d'apprentis en 2012, ce taux est aujourd'hui à 60% en 2016, ce qui donne 60% des apprenants aujourd'hui au Japon utilisent plutôt le e-learning que pour 40% pour la formation classique. Le taux de chômage est également de 5% au Japon. L'âge de la plupart des apprenants en e-learning varie de 3 à 40 ans. Le service a été lancé en 2003. C'est un portail en ligne qui constitue un réseau de formation, d'offres de bourses, de formation et d'apprentissage en ligne. La progression nette en 14 années d'existence
à travers aujourd'hui 692 000 élèves bénéficiaires de cours de formation. Des services de recherche d'emploi et d'entretien d'embauche en ligne également, des recherches de cours de formation en ligne à travers des applications à plusieurs contenus en vue d'améliorer les compétences pour favoriser l'insertion professionnelle. Tous ces services sont accessibles à partir d'un seul lien. Un processus gratuit et des formations en vidéo en ligne adaptées aux besoins du marché avec la possibilité d'enregistrement de votre propre entretien en ligne. L'autonomisation doit améliorer la productivité, mais tous les acteurs du marché doivent s'y adapter. Des cycles de scolarité de plus en plus courts, un processus ouvert et disponible pour tous, 2000 cours au profit de 149 universités dans le monde. 50% des étudiants travaillent à plein temps, tout en apprenant pour améliorer leurs compétences. Il y a des démarches actives pour accompagner cette évolution de la part du gouvernement japonais. Il s'agit de construire des plateformes connectées de boulot intégrées pour améliorer l'employabilité et l'accessibilité des demandeurs d'emploi sur le marché du travail. À travers une analyse des données intégrées, il devient plus aisé de savoir les besoins recherchés sur le marché du travail et élaborer ou adapter les politiques conséquentes qui visent à réduire les inconformités du marché du travail. Cependant, les petites business, ce qui a été constaté au Japon, les petites business souffrent du système parce qu'elles n'arrivent pas à suivre la cadence et à s'adapter au contexte. Un constat qui s'impose de plus en plus, là aussi, c'est que les compétences priment aujourd'hui sur les diplômes. Ils permettent également de mesurer la performance des mécanismes innovants visant à améliorer l'employabilité des chercheurs, donc la réalisation efficace et efficiente des missions principales dévolues en OSPE. En conclusion, il ressort des différentes présentations de nos éminents panélistes que, pour les chercheurs d'emploi, le e-apprentissage, formation efficace et adaptée aux besoins du marché du travail tout en garantissant la présence du travailleur à son poste de travail, offre d'importantes opportunités, aussi bien pour les travailleurs que les chercheurs d'emploi en renforçant notamment leur employabilité de façon continue en fonction des réalités et des besoins du marché du travail. Pour les entreprises, des employeurs à travers l'amélioration de leur productivité et leur compétitivité par la mise à leur disposition d'employés répondant à leurs besoins en ressources humaines qualifiées et compétentes. Et pour nos gouvernements, parce qu'il permet de réduire le chômage et la pression sociale qui en découle, tout en soutenant la performance des entreprises créatrices d'emplois et de richesses. Aussi, l'apprentissage numérique en travaillant permet de retenir le travailleur dans son poste de travail tout en lui donnant de nouvelles compétences, voire en le reconvertissant vers d'autres métiers adaptés aux besoins de son employeur ou du marché du travail. Cependant, les formations ont besoin d'être adaptées en permanence à la force du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sidibé, de cette retranscription sincère, crédible et pleine de sens, et qui fera l'objet, probablement, certainement et sûrement, de recommandations et qui seront mis sur site. Une première session parlant des impacts du numérique sur l'emploi, une deuxième qui a abordé le e-apprentissage et le développement de l'employabilité, la troisième session parallèle à ce 11e congrès mondial porté par l'ANAPEC, SPE Maroc, a traité un sujet d'une grande importance, l'entrepreneuriat et la création d'emplois à l'ère numérique. Avec 5 intervenants, M. Hicham Tajdine, chef de division auto-emploi ANAPEC, Richard Lavallée, conseiller technique principal de l'OIT, Saïd Mataïch, responsable de l'agence digitale Maroc PME, Pierre Soudan, Actiris, et Mohamed Meni, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant ANETI Tunisie, modéré par Yahya Oukash, directeur des prestations par intérim à l'ANAPEC. J'invite, sous vos applaudissements,
Monsieur Rachid Marouane, chef de service promotion de l'emploi ANAPEC Maroc. Est-ce que vous serez accompagné par Amina Riyati et accompagné par Amina Riyati, chef du service marketing à l'ANAPEC? Merci. Merci. Merci, monsieur. À vous la parole, toujours dans le timing de 10 minutes, s'il vous plaît. D'accord? Je vous en prie. Allez-y, madame. Je vais essayer de respecter le timing. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, bonjour. À vrai dire, on n'a pas préparé une présentation du moment, mais on a rédigé un rapport à 2 heures du matin après la belle soirée d'hier. Comme la nuit porte conseil, je suis sûrement qu'il y aura des idées, des recommandations à vous soumettre. Inch'Allah. Merci. Donc j'ai le plaisir de vous présenter la restitution des travaux de la 3e table ronde sous le sujet l'entrepreneuriat et la création d'emplois à l'ère numérique. Je m'occuperai de la première partie qui sera axée sur les différentes expériences exposées par nos chers partenaires au Maroc et ailleurs. Des expériences riches et diversifiées en termes d'approche, de techniques et d'outils utilisés par les institutions des intervenants pour différentes cibles de porteurs de projets. La deuxième partie de cette intervention vous sera présentée par ma collègue Madame Amina Riyati sur les principales recommandations et conclusions tirées suite à cette table ronde. Je vais commencer par l'expérience tunisienne par l'ANITI, qui est caractérisée par le développement d'un ensemble d'outils et de plateformes qui permettent un accompagnement des porteurs de projets, de l'information jusqu'au suivi post-création, en passant par la sensibilisation, la formation, l'élaboration du business plan, du business model, l'accomplissement des démarches administratives de création juridique, ainsi que le réseautage et la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial. Quant à Acteris, le SPE de Bruxelles Capitale, le concept molengeek permet de récupérer les jeunes dans 50% des NIT, ni emploi, ni formation, ni stage, à travers un processus d'accompagnement favorisant l'acquisition des compétences en IT, permettant la création et l'incubation de start-up en s'appuyant sur la création d'une relation de confiance tripartite entre les jeunes marginalisés, les SPE et les entreprises. Et bien sûr, avec l'association des acteurs territoriaux au niveau de Bruxelles. Cette approche favorise aussi des échanges à travers des voyages, de partage de bonnes pratiques entre les bénéficiaires et les autres programmes de coopération internationale, tels que le programme Min Ajliki au Maroc, porté par l'APF. Au Maroc, les participants à la 3e table ronde ont eu l'occasion d'assister à 2 expériences. D'abord, la première expérience de Maroc PME, qui est un organisme chargé de la promotion de la petite et la moyenne entreprise. C'est une expérience intéressante. Il s'agit d'une plateforme digitale 3D rassemblant tout l'écosystème entrepreneurial et dont les visiteurs peuvent y accéder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est un forum digital où il y a des stands nationaux et régionaux, des acteurs de l'entrepreneuriat, des vidéoconférences, des brochures numériques, des vidéos institutionnelles, une panoplie de services mis à la disposition de ces visiteurs, qui sont généralement des porteurs de projets ou des porteurs d'idées de projets. Aussi, et afin d'accompagner la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, Maroc PME a développé une plateforme de suivi des inscriptions des auto-entrepreneurs et d'échanges entre un réseau de conseillers spécialisés en création d'entreprises. La deuxième expérience marocaine est celle de l'ANAPEC,
le service public de l'emploi marocain. L'ANAPEC s'est inscrit ces dernières années dans une stratégie digitale et cross-canal. Pour l'auto-emploi, en plus de l'utilisation des réseaux et médias sociaux, de SMSing, d'applications mobiles, de emailing, cette année, c'est le portail auto-emploi qui verra le jour afin de promouvoir l'entrepreneuriat et d'assurer un accès facile à l'information et un accompagnement. Des porteurs de projets autonomes. L'ANAPEC a présenté également un annuaire des services d'appui à l'entrepreneuriat qui est en cours de finalisation. Actuellement, il est en période de test. C'est une plateforme permettant à travers la géolocalisation de fournir des services d'accompagnement financier et non financier, mais aussi de fournir l'ensemble des informations par rapport aux dispositifs existants. C'est un outil qui a été développé dans le cadre du projet Jeunes au travail avec le BIT. Le coordinateur national de ce programme a été parmi nous hier et il a présenté une expérience intéressante par rapport à la plateforme de e-learning sur le module de clé, comprendre l'entreprise qui est un outil BIT. Et ce module est composé de 9 séquences et 45 thèmes qui peut être en présentiel ou exclusivement à distance. Autre projet d'une grande importance qui est en cours de diffusion sur le web avec l'ANAPEC, toujours dans le cadre du programme Jeunes au travail, ce sont les capsules vidéo qui ont un double objectif. D'abord, un objectif didactique et qui va aider les conseillers spécialisés de l'ANAPEC à les utiliser en termes d'animation des ateliers, mais aussi un deuxième objectif, on peut les utiliser comme des outils de communication. Voilà, c'est l'ensemble des expériences partagées avec nos partenaires et je cède la parole à ma collègue Madame Amina Riati pour vous présenter les recommandations et les principaux points discutés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Marwan. Merci. La parole est à Madame Amina Rieti, chef de service marketing à l'ANAPEC. Madame. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. En effet, suite à cette table ronde, on a formulé 5 recommandations principales. La première concerne la mise en place d'un écosystème entrepreneurial intégré, basé sur la complémentarité entre l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement des porteurs de projets et la création d'entreprises. La deuxième porte sur la catégorisation des porteurs de projets selon leur niveau de compétence en matière d'utilisation du digital. À cet effet, il est important d'adapter les outils d'accompagnement digitaux aux différents niveaux. On distingue entre le niveau d'acquisition, le niveau d'utilisation et le niveau de transformation. La troisième recommandation concerne l'appel à l'échange de bonnes pratiques entre les différents SPE en matière d'utilisation du numérique pour l'accompagnement des porteurs de projets, notamment ceux ayant des besoins spécifiques. On cite l'exemple des porteurs de projets en situation de handicap et plus particulièrement les personnes qui ont l'handicap sensoriel. Quatrièmement, le renforcement de développement des formations à distance tout au long du processus de l'accompagnement pré- et post-création. Et enfin, la création d'un mix entre l'accompagnement numérique et humain pour ne pas défavoriser les porteurs de projets non autonomes en matière de technologie d'information. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Rieti. Bravo à l'ANAPEC d'investir dans des collaborateurs jeunes, efficaces et efficients. Nous arrivons à la 4e session parallèle qui a été modérée brillamment par Madame Annie Gauvin, directrice des affaires et des relations internationales Pôle Emploi France, qui a vu l'intervention d'un certain nombre d'experts, Charlie Terrel, directeur Nassois,
Shannon Offord, vice-présidente partenaire stratégique, États-Unis-Amérique, Anders Gawel, chef de l'Union des réunions digitales, Caroline Koreleski, conseillère en coopération internationale, Laurent Michel et Raphaël Gaillard, intra-entrepreneuses, et également, déjà là, déjà prête à faire sa synthèse, Madame Suzanne Kratz, experte nationale détachée d'Allemagne. Bienvenue et bravo pour votre intervention d'hier. Madame, à vous la synthèse et le rapport. Welcome on board. So, thank you very much after having got so stimulating feedback. First, I would like to thank you for the invitation to report here, as I'm now working for the European Parliament. It is always nice to keep the contact with the WAPES family, and that leads me to one introduction point before I start, but having to do with the topic. So thank you also for the fairy tale invitation to the dinner yesterday, because, and there I would like to take up what Camille, the President of Honor, said. We worked hard the whole day on digitalization, and in the evening it was perfect and fine to have fun, physical fun in the physical world with talks and dance and music. And I'll come back to that in the end of my report. So now on the workshop, we had 5 contributions, so we had a very dense program. And the program covered very well the diversity of the WAPES members of the WAPES family, and also the various needs and priorities public employment services have. So I would like to start, we went really global with China. And there we see China is a very large country, 800 million active population, and shows at the same time a high potential of developing online service offers as 775 million use the internet, and most of these the mobile. So the mobile might be the future phase of the public employment service, as we already heard yesterday. And what they try, as it is really not easy to cover the whole country, to build up online platforms from the ground, and like in many development projects, to provide better information on what is going on the labor market, and better accessible information, for example, using QR codes where clients or interested can get access to labor market information, for example, development of in certain sectors and occupations, but also what I found very interesting, development of wages or contract length. At the long term, but that will be a long way, China wants to build up a national platform of online offers. Now we go from east to the west to the United States. And there we have a different topic. It's also about online platform and services. It is about vacancy offers and what can be done if, and this challenge, many public employment services are facing this challenge, how to better cover all vacancies, how to better bring all vacancies to the public employment services. And the United States found a way in 2007, as the federal level thought that the coverage is underdeveloped, to start a public-private partnership with a special company called Direct Employers, and to build upon the basis of agreements a national labor exchange run by employers mainly, financed by employers mainly. So these services are cost-free, that I found particularly relevant. So 900 leading US companies are involved in this project, and they managed, which is very important for the US as labor mobility is high, to bring together a national platform, vacancy platform, and
currently 2.4 million jobs are online, and I compared it a bit with EURES in Europe to see whether it's much or not, and I think it's a lot because EURES brings together at the moment 1.7 million vacancies. There is also analytics and further services behind, but the main point is that public-private partnerships can provide solutions using innovative technology and find also cost-effective solutions in case of a clever setup. Now we go further to Europe and change a bit the perspective. It is about a service delivery. We go first to Sweden. And what I really liked, because I remember when I was rapporteur earlier also on the topic of digital services, we discussed what can be offered cost-free, as all developments appear to be very expensive, and that has an effect on transferability. And Sweden presented us innovative ways or simple ways to reach more people. The first scheme they use is a podcast, internet radio, weekly, a new topic, 1 hour. They only need a micro and a person telling the others interesting stories, what to do, in which situations, for job search and other things. That is not expensive, but has reached many people. The second way to do it is to hold webinars on a big range of topics too. And what I found interesting, to make them more attractive, to make them interactive. So it's a combination of provision of information, and at the same time you can ask questions and have a chat function. And in more general, the Swedish Public Employment Service, like many other public employment services, is developing a clear digital first strategy. And again, we come back to the mobile. So you see it gets more prevalent just to look at the frequency, how often it appears during a presentation. So in the PowerPoint, we saw a mobile with different apps to click at, and this is the new way to work, to develop service apps where it is clear that there's a lot of organization, process development, data analysis, and so on behind before it appears as an app on the mobile. These apps are complemented, we know it from other online platforms or online tools, by telephone chat, the possibility to contact a contact center online, and then you find, like in call centers but accessible online, people answering questions or offering basic guidance. We see this development also in other public employment services. And this allows the Swedish Public Employment Service to free resources for counseling in complex cases, but also to reduce the number of offices. So it's both, it's efficiency and quality. The next country we go to is Estonia. Estonia is the digital forerunner in Europe, we know this, and yet that you see also in the development of the public employment service. They are also strongly developing a digital first strategy, but they present it as one piece of the whole puzzle, and that is more linked to administration. Yeah, it is a system where they started 2002 with an ID card and a number and built it up, connecting up to 26 registers from other public authorities, health, insurance, tax authorities, and many others, so that you get really the glass transparent citizen in the end. Yeah, so from sitting in the public employment service, you can access information, get information from many other authorities. That has advantages for benefit administration that can also help to avoid or to detect and avoid fraud. And Estonia is going further with other tools
including information from work, as they have got the task to integrate disabled and people with reduced work capacity, so to get information from this side. And so they are going step by step further to avoid duplication of information. I see many of you know this problem, and for clients it is not nice to have to fill at least 5 times the same form. So this is the most important element on Estonia. Now we go to the last presentation, and I decided to change a bit the order compared to the workshop, because that is about a special way of developing digital services and is an example from France. It is called intrapreneuriat, so it should, it tells us that it shall create an entrepreneurial spirit in the public employment service itself. So what I learned is how you can develop tools at the same time motivating staff. By the way, that was also a positive effect in the Swedish example. Yeah, when you involve staff to do a podcast, staff, it was a nice expression, can shine all over the country, yeah, or also in a webinar. That is a positive side effect from an HR perspective. So what is intrapreneuriat? The Pôle Emploi has a special store, not Amazon, but I come to Amazon in the conclusions, but they have their employment store where you can access all kinds of services and self-help tools for job search, for career development in general. I looked at it, I got curious, and you have a whole toolbox there. But how they develop this is the point here. They first identify an entrepreneur, a coach who could develop this project, and they go to the ground. So they identify needs on the ground, and they involve users and counselors in developing a new service. And then they have another principle, a second principle, in addition to involving staff and to involve entrepreneurial spirit, is be pragmatic, not perfect. So they publish, they start the service after a piloting phase, and then they see with regular checks how it works, because that makes it easier and more cost effective. And to give you one example, which problems they detected. We all know that 7 of 10 vacancies are not published, and that limits the potential of public employment services for matching job seekers with jobs. So they found a way to collect information which enterprises on the ground show a high turnover and recruit a lot, and broke this down further to occupations and sectors, and in the end they got a list where job seekers can apply. So this I think is a way to work that can be transferred to other public employment services. Now two conclusions. One for WAPES. What I think, we had a very brief discussion, and I would like to take up one point from that discussion. Most were information questions, as we went so global and we needed further explanation. So it was the question asked where to start with. Yeah, it was for Estonia. Where did you start with actually, and how did you build this up? And I think that could be very interesting for further WAPES work, to get to know more about the processes. We learned also from France how they developed it, yeah, because that can increase chances for transferability, because we also learned from discussions that IT projects can fail. And here we mostly get the success stories, but often there are a number of failures in the background.
Second thing is I can only encourage WAPES and others to look further for cost-effective examples. So where can you make a large difference by not having to invest very much, and particularly looking at public employment services, not having so much resources as my own public employment service, Germany, I come from. And a last personal point, I said I bring it back to the dinner in the end, yes? And that has to do with balancing digital and physical, to bring it to this point again. Because sometimes, and that is not only in the PES world, also partially in the education world, everybody discusses new technologies and how to further develop digital services. And I think sometimes I see the risk, could PES become an Amazon, a kind of Amazon, where you as client have hard work to do before you can get into contact with someone. It is not easy, and I think some people get lost. So having in mind the digital divide, that not all have the competences to work with the tools, even if they should be tailor-made to all, it would be important strategically to ensure at the longer duration and easy access to public employment services, as public employment services is not Amazon, but a social policy institution. And a second point, what I also see, starting with contact centers and then also with the employment counselors, and as I myself trained staff in public employment services, I think it is important to have in mind the quality of the physical service delivery in the public employment service for the services for the future. Thank you for attention. Merci. Danke. Merci beaucoup, Madame Suzanne Kratz, qui avec beaucoup d'à-propos et un charisme tout à fait naturel nous a explicité les grands axes retenus de ce quatrième panel, session parallèle, ayant traité du numérique et la prestation des services de SPE. Bien, nous arrivons à terme de cette restitution, modérée par Emrullah Uludag, consultant ISKUR de la République de Turquie, ayant pour thématique l'aptitude numérique, une compétence pour survivre à l'ère du numérique, portée par ISKUR de la République de Turquie, avec un certain nombre d'intervenants: Anna Palmgren, Lyungo Xuan, Nalzigan Yone, Nasr Ktani, Hicham Iraki Husseini et Abla Safir. J'appelle sous vos applaudissements la dynamique Mademoiselle Gizem Kayatas, spécialiste de l'emploi, ISKUR, République de Turquie, pour faire sa synthèse et sa restitution. Merci, merci, Mademoiselle Gizem. Merci beaucoup. Hello, everyone. Thank you very much. Sorry. I will briefly try to summarize what happened in our session. It was organized by ISKUR, as my colleague said, and it was about digital literacy. We had 6 speakers. Anna Palmgren from Arbetsförmedlingen of Sweden, Mr. Liu from Molisa of Vietnam, Nasar Kettani from Kettani Digital Consulting, Nazıcan Yoney from Google, Abla Safi from World Bank, and Isham Iraki Husseini from Microsoft. And under the moderation of Emrullah Uludag. I have to tell that the presentations were very high quality and very much to the point. We had the chance of hearing both from public side and private side and the global actor World Bank. First of all, we need to talk about distinction between digital skill and digital literacy. Digital skills is like sending email, posting on Twitter, Facebook, using Skype. But digital literacy is another issue. It is ability to judge and choose the appropriate digital channel and for communication. Digital skill is
tweeting, like I said before, and navigate social media. But literacy means using social media or the internet access securely by clearly identifying both bias, propagandas, harassments. Randomly using social media is more like consuming, but digital literacy has productive side. Literacy in the digital side is important because of rapid growth in connectivity, e-commerce, and change in the market recruitment trends. It also affects labor markets and job opportunities. We can say that low-income countries have low opportunity in ICT sectors, but on the other side, high-income countries granted with those jobs. That means if a country's income grows, the share of employment in high ICT sectors will grow, meaning increased need for digital literacy. Our colleague from World Bank want me to highlight work is becoming more intensive in non-routine skills and less on routine ones. These non-routine skills can be interrelated with social emotional skills, which includes the children's experience, expressions, and management of emotions and ability to establish positive and rewarding relationships with others. Those information canalize our mind to invest our individuals' early age, which has been launched with İşkur and World Bank in Turkey. We should also think about formal education system. Mr. Ketani and many other speakers pointed out that we are still educating our children with the technology of 20 years. Substituting needs due to the lack of formal education our PESs and other actors in the field are taking initiative. They both have models for all ages. We also saw examples of PESs training its own staff to increase digital literacy and also producing their own applications. In order to better understanding the needs and what digital developments bring, PESs keeps an eye on what other counterparts do and also try to identify the needs of their users, mainly job seekers and other parties in the field. Public sector first introduces a new development within organization and introduced to job seeker employers only after reaching certain level of satisfaction. Private sector, on the other hand, is aware of huge skill gap in the labor market, and not finding qualified workforce is a problem. They are also aware that low digital literacy means low level of customer satisfaction and less utilization of their products. Therefore, they direct the train and the end users by using e-learning modules and other relatively cheap and easy reach tools. The numbers here are counted as tens of millions different countries, different continents in a project carried out Google and İşkur. E-learning model has been implemented on great number of people. Those who succeed get a certificate on digital literacy by these Google's modules. Among those successful ones, individuals are chosen for extensive face-to-face training, so on. In the end, we saw that both public and private and the global side are very much interested and conducting activities to cope with challenges both by technological development and requires
high-level digital rates. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, Mademoiselle Guizem. Un plaisir. Sure. Merci beaucoup. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le constatez en live, nous sommes arrivés à la dernière restitution concernant les sessions parallèles qui ont eu lieu hier entre 14h30 et 16h30 et 17h et 19h. Nous allons aborder un point, certes non programmé officiellement, mais ce, je pense, le charme de l'AMCEP. L'AMCEP étant une plateforme d'échange, un échange d'expériences, de savoir-faire de tout un chacun, nous allons signer en live ici à Marrakech, dans cet esprit de Marrakech, par le biais de ce 11e congrès mondial, une signature de cette convention de partenariat entre le Fonds national de l'emploi, représenté par son directeur général, M. Camille Moutet-Abidias, et Open Classroom, représenté par son président, M. Pierre Dubuc, pour la formation en ligne gratuite des demandeurs d'emploi du Cameroun. Monsieur le directeur général, président d'honneur de l'AMCEP, et Monsieur le Président, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, pour vivre de façon solennelle ce moment encore fort de ce 11e congrès mondial tenu à Marrakech le 19 et 20. S'il vous plaît. Messieurs, dames, installez-vous. Vous allez aussi, tout à l'heure, nous donner succinctement un petit peu le contenu de cette convention de partenariat qui concerne la formation en ligne gratuite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Anisati, Saïdati, Sadati, sous vos applaudissements. Un peu plus fort. Allez, c'est parti pour un tour. Merci. C'est parti. Voilà. Vivons encore une avant-dernière fois à l'amitié, l'amour et la joie. Aujourd'hui, Marrakech est fier d'accueillir automatiquement cette convention de partenariat. Bravo au Fonds, bravo à M. Pierre Dubuc pour la formation en ligne, Open Classroom, et au Fonds national de l'emploi du Cameroun pour cette convention. Bon courage, plein de bon sens et un partenariat. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Sur ce, je vous invite à une pause café. Nous reprendrons dans une quinzaine de minutes pour les leçons à retenir et bien sûr pour la cérémonie de clôture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pause café, coffee break, please.